Quand je suis rentrée, ma mère jetait ma vie sous la pluie. Mon frère filmait en riant que ma sœur hurlait. T'as 28 ans, parasite. Dégage. Ils ont écrasé mes livres précieux. J'ai gardé le silence et je suis partie. 6 mois plus tard, 70 messages d'urgence. Frère, 13h52. Maman panique. Où es-tu? Sœur, 14h03, j'ai supprimé le live. Reviens. Mère, 15h35, décroche. L'huissier est là. Je m'appelle Lison. J'ai 28 ans. Et la nuit où ma propre famille a décidé que je n'étais rien d'autre qu'un déchet encombrant, ils ont littéralement jeté l'intégralité de mon existence à la poubelle, sous le ciel gris et impitoyable de Nantes. Je me souviens de chaque détail de cette soirée avec une clarté chirurgicale. C'était un mardi de novembre, un de ces mardis où la bruine de Loire-Atlantique ne tombe pas, elle flotte, elle vous pénètre jusqu'aux os. Je venais de garer ma vieille Peugeot 206 au bout de l'allée Gravillonnée, le moteur tout sautant une dernière fois avant de s'éteindre. J'étais épuisée. Mes mains sentaient encore le solvant et la colle d'amidon, vestige d'une double journée de travail à l'atelier de restauration. Je pensais à une douche chaude. Je pensais à la soupe que j'allais devoir préparer pour eux. Je pensais à mon lit, même si ce lit se trouvait dans un sous-sol humide. Mais en coupant le contact, j'ai vu quelque chose d'étrange. Des lumières crues, artificielles, déchiraient l'obscurité de notre jardin de banlieue. Au début, mon cerveau fatigué a refusé de traiter l'information. J'ai cru à une intervention de police, ou peut-être à des travaux d'urgence. Mais en m'approchant, l'horreur a pris forme. C'étaient mes affaires. Mes vêtements, mes pulls en laine, mes carnets de croquis, mes précieux outils de reliure. Tout gisait là, éparpillé sur la pelouse boueuse. La pluie, indifférente, transformait mes dessins à l'encre de Chine en flaques noires et mes papiers de soie japonais en pâte informe. Et au milieu de ce cimetière d'objets personnels, il y avait ma mère, Maglone. Elle se tenait droite, drapée dans son trench coat beige impeccable, ses cheveux coiffés comme pour une sortie au théâtre. Elle ne regardait pas mes affaires. Elle regardait l'objectif du téléphone dernier cri que mon frère cadet, Joris, braquait sur elle. Il avait installé un petit éclairage annulaire portable, transformant la scène de mon expulsion en plateau de tournage. « Tu as 28 ans, Lison », hurlait ma mère, sa voix amplifiée par le silence du quartier. « Tu vis dans mon sous-sol comme un parasite qui suce le sang de sa famille. Sors de ma maison. Sors de ma vie, tout de suite. » Elle ne me parlait pas à moi. Elle parlait à la caméra. Elle parlait à son audience invisible. Joris ricanait derrière son écran, lisant les commentaires en direct. « Regardez ça les gars, le grand ménage de printemps en novembre. Allez hop, la clocharde dégage. Mettez des flammes dans le chat si vous êtes d'accord qu'il faut virer les parasites. » J'ai senti mes genoux fléchir. Ma sœur aînée, Tiphaine, était là aussi. Elle ne filmait pas, mais elle orchestrait le chaos. Avec la pointe de sa botte en cuir verni, elle a poussé une boîte contenant mes projets de reliure du XVIIIe siècle. J'ai entendu le craquement sinistre du carton qui cède sous l'eau. C'était le bruit de mon cœur qui se brisait. Enfin, a-t-elle sifflé, me jetant un regard chargé d'un mépris si pur qu'il en était presque fascinant. On va pouvoir respirer ici sans ton odeur de vieille colle et de poussière. Tu nous faisais honte, Lison. Tu n'es qu'une ratée. Je suis restée figée sous la pluie, l'eau glacée ruisselant dans mon cou, incapable de prononcer un seul mot. J'ai vu la lumière s'allumer chez les voisins d'en face, les Dubois. Monsieur Dubois a écarté le rideau, a vu la scène et a refermé précipitamment, préférant ignorer le drame. J'étais seule. Absolument seule. Avant de vous raconter comment cette nuit de cauchemar s'est transformée en la plus douce et la plus légale des vengeances, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez mon histoire, et quelle heure il est chez vous. Savoir que je ne suis pas seule à partager ce fardeau me donne la force de continuer. Ce que ma famille ignorait, alors qu'ils piétinaient ma dignité pour quelques likes sur TikTok, c'est qu'ils venaient de commettre l'erreur la plus coûteuse de leur existence. Ils pensaient jeter une fille sans défense. Ils ne savaient pas qu'ils déclaraient la guerre à la propriétaire majoritaire de tout ce qu'ils croyaient posséder. Je n'ai pas pleuré. C'était la seule victoire que je pouvais m'accorder à cet instant précis, leur refuser mes larmes.
Si j'avais pleuré, Joris aurait houmé sur mon visage décomposé, cherchant ce money shot, cette image de détresse qui ferait grimper ses statistiques d'engagement. Si j'avais crié, Maglone aurait instantanément basculé dans son rôle favori, la mère martyre, la sainte femme agressée par sa fille ingrate et instable. Alors, j'ai choisi l'arme la plus tranchante, la plus déstabilisante de mon arsenal, le silence absolu. Je me suis baissé vers la boue. Mes mains tremblaient violemment, non pas de froid, mais d'une rage souterraine qui commençait à bouillir dans mes veines. J'ai ignoré les vêtements trempés. J'ai ignoré les meubles en kit brisés. J'ai cherché une seule chose, ma mallette en cuir renforcé, celle qui contenait mon ordinateur portable et mes outils de précision les plus chers, mes plioirs en os, mes bistouris, mes feuilles d'or. Joris a continué son commentaire sportif odieux. Regardez-la ramper. Allez, prends tes déchets et casse-toi. Et ne reviens jamais gratter à la porte quand tu auras faim. Il a donné un coup de pied dans un sac poubelle qui a roulé jusqu'à mes pieds. Je me suis relevé lentement, serrant ma mallette contre ma poitrine comme un bouclier. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Joris droit dans l'objectif de son téléphone. Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé la lentille noire avec une intensité vide, morte. Pendant une fraction de seconde, son rire s'est brisé. Il a eu un moment d'hésitation, comme s'il sentait, instinctivement, qu'il allait trop loin. Mais le flux de cœur et d'émojis rieurs sur son écran l'a rassuré, et il a repris ses insultes. Je me suis retourné. J'ai marché vers ma voiture sans me retourner. C'est ça, fuis, a crié Tiphaine. Va pleurer ailleurs. On brûlera ton courrier, ne t'inquiète pas. Je suis monté dans ma Peugeot. L'odeur familière de vieux tissus et de poussière m'a accueilli. J'ai verrouillé les portes. J'ai démarré le moteur. Les essuie-glaces battaient la mesure de mon départ. Dans le rétroviseur, la dernière image que j'ai eue de ma famille était celle d'une pièce de théâtre grotesque, ma mère s'essuyant une fausse larme pour la caméra, ma sœur vérifiant son maquillage sous la pluie, et mon frère saluant ses abonnés comme une rockstar. J'ai conduit. J'ai quitté Rezé, traversé le pont de Cheviré, et je me suis dirigé vers le périphérique nantais sans but précis. La pluie tombait de plus en plus fort, isolant ma voiture du reste du monde. C'est seulement quand je me suis garé sur une aire d'arrêt d'urgence, loin des regards, que j'ai craqué. J'ai frappé le volant de toutes mes forces. J'ai hurlé. Un cri primal, sans mots, qui raclait ma gorge. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Qu'avais-je fait pour mériter d'être traité comme une pestiférée par les personnes qui m'avaient mise au monde ? Je me suis souvenu de Pépé Ambroise. Mon grand-père. L'homme qui m'avait appris l'art de la reliure, l'art de la patience. Il me disait souvent, dans son atelier qui sentait la cire d'abeille, « Lison, souviens-toi que les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Toi, tu es pleine. Tu es solide. Le silence est la réponse des rois aux bouffons. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert TikTok. Le live de Joris était toujours en cours. J'ai appuyé sur le bouton enregistrement d'écran. J'ai enregistré chaque seconde, chaque insulte, chaque rire, chaque coup de pied dans mes affaires. Je ne le savais pas encore, mais je ne constituais pas un album souvenir. Je constituais un dossier judiciaire. Ce soir-là, il pensait m'avoir détruite. Il pensait que j'allais disparaître dans l'obscurité, honteuse et brisée. Il ne savait pas que je partais chercher des munitions. Pour que vous compreniez l'ampleur de l'injustice, il faut remonter 6 mois en arrière. Avant cette nuit fatidique, ma vie était un château de cartes en équilibre précaire. J'avais travaillé pendant 2 ans comme restauratrice contractuelle dans un petit musée privé à Paris. J'aimais mon travail passionnément, mais le salaire était misérable et le coût de la vie parisienne exorbitant. Quand le musée a perdu ses subventions et a dû fermer, je me suis retrouvée sans emploi et sans logement du jour au lendemain. Je n'avais pas eu d'autre choix que de ravaler ma fierté et d'appeler ma mère. Mais bien sûr, ma chérie, avait-elle répondu au téléphone avec cette voix mielleuse qu'elle réserve à son public. La maison est grande. La famille est là pour s'entraider dans les épreuves. Quelle naïveté de ma part. Je pensais rentrer au bercail. En réalité, je rentrais dans une prison dorée dont j'étais la seule détenue. L'accord tacite s'est rapidement transformé en exploitation pure et simple. On m'a installé dans le sous-sol, une pièce borgne qui servait autrefois de débarras, avec une humidité constante qui faisait gondoler mes papiers.
Pour ce privilège, Maglone exigeait que je paie 500 € par mois. En liquide. Pour couvrir les charges supplémentaires, l'eau, l'électricité, disait-elle en tendant la main chaque premier du mois. Mais ce n'était pas tout. Je suis devenue la bonne à tout faire. Je cuisinais, je nettoyais, je tondais la pelouse, je repassais les chemises de Joris. Le contraste avec la vie de mes frères et sœurs était si violent qu'il en devenait comique. Tiffaine, 32 ans, la réussite de la famille. Elle prétendait être consultante en images, mais passait ses journées à faire du shopping et à poster des photos de ses brunchs. Elle roulait dans une Audi TT flambant neuve, s'habillait en marque de luxe et venait dîner chez nous 3 fois par semaine. Elle me regardait toujours avec un petit sourire en coin, comme si j'étais une tache sur le tapis persan. « Tu devrais vraiment faire quelque chose pour tes cheveux, Lison », disait-elle en mangeant le ragoût que j'avais passé 3 heures à cuisiner. « Tu ressembles à une vieille bibliothécaire. Personne ne voudra jamais de toi. » Et Joris, 22 ans, le petit prince. Il avait arrêté ses études de droit au bout de 2 mois parce que c'était trop fatigant. Il avait décidé de devenir influenceur. Ma mère lui avait fait aménager le studio du jardin, un espace lumineux, chauffé, indépendant pour en faire sa gaming room. Il y passait ses nuits à hurler devant des jeux vidéo. Il ne payait pas un centime de loyer. Au contraire, c'est ma mère qui lui glissait des billets pour qu'il s'achète du nouveau matériel. « Lison, tu peux aller me chercher un coca ? Je suis en pleine partie classée là, je peux pas bouger, me criait-il depuis le jardin. Et si je refusais, ma mère intervenait. « Oh Lison, sois gentille, ton frère travaille dur pour construire sa communauté. » J'étais Cendrillon sans la marraine la fée. Je travaillais 10 heures par jour sur des projets freelance mal payés pour honorer mes 500 € de loyer, tout en servant une famille qui me méprisait. À l'église le dimanche, Maglone jouait son meilleur rôle. Elle prenait le bras du prêtre et soupirait. « Priez pour ma Lison, mon père. » Elle est revenue à la maison, complètement perdue. C'est une croix lourde à porter pour une mère seule, mais je le fais par amour. Tout le monde la plaignait. Tout le monde admirait sa générosité. Personne ne voyait l'enveloppe de billets qu'elle fourrait dans son sac Hermès chaque mois, mon argent, l'argent de la ratée, qui servait à payer ses séances de botox et les caprices de Joris. J'ai serré les dents. Je me suis dit que c'était temporaire. Que j'allais m'en sortir. Je ne savais pas que mon succès imminent allait être le déclencheur de leur haine. Tout a basculé le matin même de l'expulsion. C'était une journée qui avait commencé par un miracle. En ouvrant ma boîte mail, j'avais découvert une notification de la Bibliothèque nationale de France, BNF. Ils avaient accepté mon devis pour un projet de restauration majeure, la remise en état d'une collection de manuscrits du XVIIe siècle endommagés par une inondation. C'était le contrat d'une vie. Le montant de l'acompte seul suffisait pour que je puisse louer un appartement décent, acheter du matériel professionnel et surtout, quitter ce maudit sous-sol pour toujours. J'avais envie de danser. J'avais envie de crier de joie. Dans mon euphorie, j'ai commis une erreur stratégique fatale. J'ai imprimé le contrat pour le relire, et je l'ai laissé négligemment sur la table de la cuisine pendant que je montais prendre ma douche. Quand je suis redescendue, Maglone était là. Elle tenait les feuilles de papier dans ses mains manucurées. Tiffaine était assise en face d'elle, buvant mon café. L'atmosphère dans la cuisine était glaciale. « C'est quoi ça, Lison ?» a demandé ma mère, sa voix tremblante non pas de joie, mais d'une colère contenue. « C'est une super nouvelle, maman », ai-je répondu avec un sourire innocent. « C'est un énorme contrat avec l'État. Je vais pouvoir déménager le mois prochain. Je ne serai plus un fardeau pour toi. » J'attendais des félicitations. J'attendais un sourire. Au lieu de cela, Maglone a reposé le papier comme s'il était contaminé. Elle a échangé un regard lourd de sens avec Tiffaine. « Ne t'emballe pas », a dit ma mère sèchement. « C'est du freelance. Ce n'est pas un vrai travail. Tu sais très bien que tu n'es pas capable de gérer autant de responsabilités. Tu vas échouer, comme à Paris. Et tu vas revenir en pleurant. Mais maman, regarde le montant. C'est signé. » Tiffaine a ricané. « La BNF ? Ils doivent vraiment être désespérés pour engager quelqu'un qui vit dans une cave. Tu as sûrement mal lu les conditions. Ils vont te virer au premier livre que tu vas déchirer. » Sur le moment, je n'ai pas compris. Je pensais qu'elles étaient juste inquiètes, ou peut-être un peu pessimistes,
Mais en y repensant, c'était limpide. Maglone n'avait pas peur que j'échoue. Elle était terrifiée que je réussisse. Si je partais, qui paierait les 500 € par mois en liquide, non déclaré? Qui ferait le ménage? Qui serait le bouc émissaire de ses frustrations? Et surtout, quelle histoire raconterait-elle à ses amis si la fille ratée devenait soudainement une restauratrice d'art reconnue, indépendante et riche? Son narratif de mère courage s'effondrerait. Tiphaine, elle, était verte de jalousie. Elle savait que ce contrat valait plus que ce qu'elle gagnait en un an avec ses fausses consultations. Ma réussite soulignait sa médiocrité. C'est là qu'elles ont décidé de frapper. Elles ne pouvaient pas me laisser partir la tête haute. Elles devaient me briser. Elles devaient m'humilier tellement fort que je perdrais toute confiance en moi, que je refuserais le contrat par peur, et que je resterais à ramper à leurs pieds. L'expulsion du soir même n'était pas une punition pour une erreur. C'était une tentative d'assassinat psychologique préventif. Dites-moi, et soyez honnête, si votre propre mère tentait de saboter votre carrière par peur de perdre le contrôle sur vous et votre argent, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de la raisonner, ou auriez-vous fui comme je l'ai fait? J'ai besoin de lire vos avis dans les commentaires. Je suis arrivée chez Zélie, ma meilleure amie depuis l'université, trempée comme un chien errant et grelottante de froid. Zélie tient une petite boutique de fleurs séchées dans le centre historique de Nantes. Quand elle m'a vue sur le pas de sa porte, avec ma mallette serrée contre moi et les yeux vides, elle n'a posé aucune question. Elle m'a tirée à l'intérieur, m'a enveloppée dans une couverture en laine, et m'a mis une tasse de thé brûlant entre les mains. Respire, lisons. Tu es en sécurité ici. Je lui ai tout raconté. Les insultes. Le live TikTok. La destruction de mes dessins. Zélie, qui est d'ordinaire la douceur incarnée, arrosait une orchidée avec une telle fureur qu'elle a failli la noyer. Ce sont des monstres, lisons. Des monstres absolus. Ils vont le payer. Je ne sais pas comment, mais le karma existe. Alors que je commençais à trier les quelques affaires que j'avais réussi à sauver de la pluie, ma main a heurté quelque chose de dur au fond de mon sac de voyage. C'était une vieille serviette en cuir marron, usée par le temps, portant les initiales AB gravées en lettres dorées presque effacées. C'était la serviette de Pépé Ambroise. Je l'avais prise machinalement dans ma chambre avant de m'enfuir, presque par instinct de survie. Pépé me l'avait donnée quelques semaines avant sa mort, il y a 4 ans, lors de ma dernière visite à l'hôpital. Il m'avait serré la main avec une force surprenante et m'avait dit « Lisons, ma petite restauratrice. Prends ça. Ne l'ouvre que le jour où tu te sentiras vraiment seul. Le jour où tu auras l'impression que les loups sont à la porte. » Je ne l'avais jamais ouverte. J'avais eu trop de chagrin après sa mort, puis trop de problèmes pour y penser. Elle était restée au fond de mon placard, oubliée. Mais ce soir-là, les loups n'étaient pas seulement à la porte. Ils m'avaient dévoré. J'ai posé la serviette sur la table de la cuisine de Zélie. Le loquet en laiton était un peu grippé. J'ai forcé doucement. Il a cédé avec un claquement sec. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent liquide, ni de bijoux. Il y avait un dossier bleu épais, portant une étiquette dactylographiée, SCI Ambroise, statueté testament, confidentiel. J'ai ouvert le dossier. Les premières pages étaient du jargon juridique complexe, constitution de société civile immobilière, démembrement de propriété, usufruit, nue propriété. J'avais du mal à suivre. Mais à la fin du dossier, il y avait une lettre manuscrite. L'écriture tremblante mais décidée de mon grand-père. Je l'ai lue à voix haute, ma voix se brisant à chaque phrase. Ma chère Lison, si tu lis ceci, c'est que les choses ont mal tourné. Je connais ma fille, Maglone. Je sais qu'elle aime l'argent plus que les gens, et l'apparence plus que la vérité. Je sais aussi que tes frères et sœurs lui ressemblent. Toi, tu es différente. Tu as mon cœur. Je ne veux pas que tu sois à leur merci. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions que ta mère a choisi d'ignorer ou de te cacher. Je te lègue la totalité de mes parts sociales dans la SCI Ambroise. Cela représente 55% du capital. Ta mère conserve l'usufruit, le droit d'habiter et la gérance temporaire, mais toi, Lison, tu es la propriétaire majoritaire. Tu possèdes les murs de la maison, du studio et du local commercial. Et souviens-toi, si la gérante agit contre l'intérêt de la société ou des associés, elle peut être révoquée. Tu as le pouvoir, ma petite.
Ne les laisse pas t'écraser. J'ai lâché la lettre. Le papier a volté doucement jusqu'au sol. Zélie a ramassé le document et a écarquillé les yeux. Lisons. Attends. Si tu as 55% des parts, ça veut dire que la maison dont ils t'ont jeté, c'était à maison? Un frisson a parcouru mon échine. Ce n'était pas un frisson de peur. C'était un frisson de puissance. Il m'avait traité de parasite. De locataire indésirable. Alors que depuis 4 ans, ma mère vivait dans une maison qui m'appartenait majoritairement. Joris jouait dans un studio qui m'appartenait. Et Tiphaine garait sa voiture sur mon allée. Ils avaient jeté leur propriétaire à la rue. Je me suis essuyé les yeux. Je n'étais plus triste. J'étais en colère. Mais c'était une colère froide, méthodique. Une colère de restauratrice prête à décaper la pourriture pour révéler la structure. Zélie, ai-je dit en refermant la serviette. Demain matin, nous allons voir un avocat. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais assise dans le cabinet de Maître Romaric. C'était un vieil ami de mon grand-père, un homme qui ressemblait à un hibou sage avec ses lunettes rondes et ses costumes en tweed. Son bureau sentait la cire de bois et le vieux papier, une odeur qui m'a immédiatement apaisée. Quand il m'a vu entrer, il n'a pas été surpris. Il a soupiré en voyant la serviette en cuir. Ah, lisons. Je me demandais combien de temps Maglone réussirait à te garder dans l'ignorance. Ambroise m'avait fait promettre d'attendre que tu viennes à moi. C'était son dernier test pour toi. Elle m'a mise à la rue, maître. Elle a jeté mes affaires sous la pluie. Maître Romaric a pincé les lèvres, une lueur dangereuse dans les yeux. C'est une erreur tactique majeure de sa part. Ouvrons les comptes, veux-tu? Ce que nous avons découvert dans l'heure qui a suivi était pire que tout ce que j'avais imaginé. En tant que gérante de la SCI, ma mère avait une obligation légale de transparence et de gestion saine. Ce que nous avions sous les yeux était un pillage systématique. Premièrement, le local commercial. La SCI possédait un petit immeuble en centre-ville loué à une brasserie artisanale. Le loyer était de 1 200 € par mois. Cet argent appartenait à la société, et les bénéfices auraient dû être partagés entre les associés, donc 55% pour moi, 45% pour ma mère. Où est cet argent? Ai-je demandé en pointant la ligne vide sur le bilan. Il n'a jamais transité par le compte de la SCI, a répondu l'avocat. Il a été versé directement sur le compte personnel de Maglone. En 4 ans, cela représente 57 600 € détournés. Deuxièmement, le studio de Joris. Sur les papiers, il était déclaré comme vacant. En réalité, Joris l'occupait depuis 3 ans. C'était un manque à gagner pour la société. Un abus de bien social caractérisé. Il aurait dû payer un loyer de marché, environ 600 €. Ma mère lui avait offert un logement gratuit sur le dos de mon héritage. Troisièmement, et c'était le coup de grâce, un prêt bancaire de 30 000 € avait été contracté au nom de la SCI l'année dernière. Le motif déclaré à la banque, réfection urgente de la toiture. Maître Romaric a tapoté son clavier. Je connais la maison, lisons. La toiture a été refaite il y a 10 ans par ton grand-père. Elle est en parfait état. Il a sorti un relevé bancaire. Par contre, la date du déblocage des fonds, le 15 mai, correspond exactement à la date où ta sœur Tiphaine a posté une photo de sa nouvelle Audi TT sur Instagram avec la légende « Merci maman pour ce cadeau incroyable ». J'ai senti la nausée monter. Ils n'avaient pas seulement été cruels. Ils avaient été des voleurs. Ils avaient financé leur train de vie luxueux, leurs voitures, leurs ordinateurs de gaming, en hypothéquant la maison que mon grand-père avait bâtie, tout en me faisant payer 500 € en liquide pour dormir dans une cave moisie. Ils m'avaient volé, mois après mois, tout en me traitant de parasite. Est-ce que c'est suffisant? Ai-je demandé, la voix blanche. Maître Romaric a retiré ses lunettes et les a essuyées lentement. Ma chère enfant, c'est suffisant pour envoyer ta mère en prison pour abus de confiance, faux et usage de faux, et banqueroute frauduleuse. C'est suffisant pour saisir la voiture de ta sœur. C'est suffisant pour expulser ton frère. C'est une bombe atomique juridique. On attaque tout de suite? Non. Il a souri, un sourire froid et calculateur. Pas tout de suite.
La vengeance est un plat qui se mange froid, et la justice est un plat qui se prépare avec minutie. Nous allons laisser l'audit se terminer. Nous allons accumuler chaque preuve, chaque facturette, chaque post Instagram incriminant. Pendant ce temps, tu ne dis rien. Tu disparais. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse-les dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Quand nous frapperons, ils ne sauront même pas ce qui leur arrive. J'ai quitté son bureau avec le dossier sous le bras. La pluie avait cessé. Je ne marchais plus comme une victime. Je marchais comme la patronne qui vient d'inspecter son usine et qui a trouvé des employés en train de voler dans la caisse. L'heure du licenciement approchait. Les mois suivants ont été une période étrange, suspendue hors du temps. J'ai suivi à la lettre les conseils de Maître Romaric. J'ai coupé tout contact. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué ma famille sur tous mes réseaux sociaux personnels. Grâce à l'acompte généreux versé par la BNF pour le contrat qu'ils croyaient que j'allais abandonner, j'ai pu louer un magnifique loft dans un ancien bâtiment industriel réhabilité sur l'île de Nantes. C'était l'antithèse absolue du sous-sol de ma mère. Ici, les murs étaient en briques blanches, les plafonds hauts de 4 mètres, et la lumière entrait à flot par d'immenses verrières. J'ai installé mon atelier au centre de la pièce principale. J'ai acheté de nouvelles presses, de nouveaux fers à dorer. L'odeur de la colle fraîche, du cuir de Russie et du vieux papier a remplacé l'odeur de moisi et de peur qui m'avait collé à la peau pendant 6 mois. Chaque matin, je me réveillais sans la boule au ventre. Personne ne criait mon nom pour exiger un café. Personne ne me traitait de raté. Je travaillais sur les manuscrits du XVIIe siècle, nettoyant chaque page avec une patience infinie, réparant les déchirures fibre par fibre. La restauration est une métaphore puissante. On prend quelque chose qui a été abîmé, négligé, parfois jeté, et on lui redonne sa dignité, sa structure, sa beauté, sans jamais effacer complètement son histoire. Je me restaurais moi-même en même temps que ces livres. J'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne TikTok, anonyme cette fois, appelée l'Atelier du Silence. Je ne montrais pas mon visage, juste mes mains au travail. Pas de musique pop bruyante, pas de drame, juste les sons ASMR de la restauration. Le bruit du scalpel grattant le papier, le bruissement des pages, le son de la colle qu'on étale. À ma grande surprise, le succès a été fulgurant. Les gens étaient fatigués du bruit et de la fureur des influenceurs comme mon frère. Ils cherchaient la paix. En 3 mois, j'avais accumulé plus d'abonnés que Joris en 3 ans. Je voyais parfois ses vidéos, via un compte faux, où il hurlait et s'agitait pour capter l'attention, désespéré par la chute de ses vues, alors que mes vidéos silencieuses atteignaient des millions de vues. C'était une première revanche, douce et secrète. Pendant ce temps, Maître Romaric travaillait dans l'ombre. Chaque semaine, nous faisions un point. Le dossier contre ma famille s'épaississait. Nous avions les relevés bancaires prouvant que Tiphaine faisait le plein de son Audi avec la carte de la SCI. Nous avions les preuves que Maglone payait ses courses au supermarché avec l'argent des loyers. Ils vivaient comme des rois sur un royaume qui s'effondrait, et ils ne le savaient pas. Je me sentais comme une araignée patiente au centre de sa toile, attendant le moment parfait pour tirer sur le fil. Mais le silence a un prix. Une famille narcissique ne supporte pas d'être ignorée. L'indifférence est pour eux une insulte pire que la haine. Voyant que je ne revenais pas ramper, que je ne répondais pas à leurs provocations, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Joris, voyant son audience stagner, a décidé d'utiliser notre drame familial comme carburant pour son contenu. Il a posté une vidéo intitulée La vérité sur Ma sœur psychopathe, avec une miniature où il pleurait, bien sûr. Dans cette vidéo, c'était un tissu de mensonges effrayants. Il racontait que je leur avais volé de l'argent avant de partir. Que j'étais violente. Que j'avais menacé de mettre le feu à la maison. On a tout fait pour elle, disait-il face caméra, la voix tremblante d'une fausse émotion. On l'a nourrie, logée, aimée. Et elle nous a poignardés dans le dos. Si vous la croisez, faites attention, elle est manipulatrice. Tiphaine a relayé la vidéo sur son Facebook et son Instagram avec ce commentaire. C'est dur de réaliser que sa propre sœur est un monstre. Mais nous restons unis. La famille avant tout. Les conséquences ont été réelles et douloureuses. Des inconnus ont réussi à trouver mon adresse email professionnelle. J'ai reçu des dizaines de messages haineux. Rends l'argent à ta mère, voleuse. Honte à toi. Tu ne mérites pas de vivre.
Le pire est arrivé quand un petit client local, un libraire pour qui je devais restaurer un ouvrage, m'a appelé pour annuler. Écoutez Lison, je ne veux pas de problème. J'ai vu les vidéos. Je préfère qu'on en reste là. Ce soir-là, j'ai failli craquer. J'étais assise sur le sol de mon magnifique atelier, en larmes. Je voulais tout arrêter. Je voulais faire une vidéo pour hurler ma vérité, pour leur dire que c'était eux les voleurs. Zélie m'a arraché le téléphone des mains. Non. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent te traîner dans la boue avec eux. Ne leur donne pas ce plaisir. Mais ils détruisent ma réputation, ai-je sangloté. Non, a dit Zélie calmement. Ils te donnent des preuves. Regarde. Elle m'a montré un email que maître Romaric venait d'envoyer. Objet, dossier finalisé et prêt pour envoi. Pièce jointe, constat d'huissier, diffamation publique. Chaque mensonge qu'ils disent, lisons, c'est 1 millier d'euros de plus en dommages et intérêts. Ils sont en train de creuser leur propre tombe et ils te tendent la pelle. Tiens bon. C'est fini. Demain, on tire. Le mardi matin suivant, la guerre a officiellement commencé. Mais ce n'était pas une guerre de cris et de boue. C'était une guerre de papier timbré et d'encre noire. Maître Romaric a envoyé ce qu'il appelait la frappe nucléaire. Des lettres recommandées avec accusé de réception, doublées par la visite d'un huissier de justice pour s'assurer de la remise en main propre à domicile. Imaginez la scène. Il est 9h30. Maglone prend son petit déjeuner dans sa cuisine, enfin, ma cuisine. Joris dort encore. On sonne à la porte. Un homme sérieux en costume gris lui tend une enveloppe épaisse. Elle pense peut-être que c'est un cadeau, ou une invitation. Elle ouvre l'enveloppe. Ce n'était pas une invitation. C'était une mise en demeure formelle de 10 pages, rédigée dans un langage juridique tranchant comme un rasoir. Le document commençait par « Mademoiselle Lison non, actionnaire majoritaire à 55% de la SCI Ambroise, agissant par l'intermédiaire de son conseil, notifie par la présente ». Je peux imaginer le moment exact où le cœur de ma mère s'est arrêté. Le moment où elle a lu 55%. Le moment où elle a réalisé que le testament de Pépé Ambroise n'était pas une suggestion, mais une loi. La lettre détaillait tout, détournement de fonds sociaux. Nous réclamions le remboursement immédiat des 57 600 € de loyers commerciaux perçus indûment par Maglone sur son compte personnel. Occupation sans titre ni droit. Nous réclamions à Joris le paiement rétroactif de 3 ans de loyer pour le studio, soit 21 600 €, plus une expulsion sous 30 jours s'il ne signait pas un bail commercial au prix du marché. Abus de biens sociaux, nous exigeons des explications sur le prêt de 30 000 € utilisé pour l'achat du véhicule immatriculé au nom de Tiphaine, avec menace de saisie immédiate du véhicule pour rembourser la dette de la société. Convocation d'assemblée générale. Une convocation pour une assemblée générale extraordinaire sous 8 jours, avec un seul point à l'ordre du jour, révocation de Madame Maglone non de ses fonctions de gérante pour faute grave et gestion frauduleuse. Et en bas de page, en caractère gras, une petite note concernant la diffamation. Une mise en demeure de cesser immédiatement toute publication mensongère sous peine de poursuite pénale, avec les captures d'écran de leurs vidéos jointes au dossier. À cet instant précis, le château de cartes de ma famille s'est effondré. Ils réalisaient soudain que je n'étais pas la petite fille docile qu'ils avaient jetée sous la pluie. J'étais la patronne. J'étais la propriétaire. Et je venais de leur présenter la facture. Vers 13h, mon téléphone, qui était resté silencieux pendant des mois, sauf pour mes clients, s'est mis à vibrer. 1 fois. 2 fois. 10 fois. En l'espace de 20 minutes, il s'est transformé en un stroboscope incessant. J'avais débloqué leur numéro le matin même, sur conseil de mon avocat, pour observer les retombées. Ce fut une étude fascinante et terrifiante de la psychologie humaine face à la catastrophe. J'ai reçu 70 notifications en moins d'1 heure. D'abord, la colère, immédiate et brutale. Joris, 13h52. Wesh, t'es sérieuse? Un huissier vient de passer. Maman est en train de faire une crise de nerfs dans le salon. T'as pas honte d'attaquer ta propre mère? Joris, 13h54. Réponse à lâche. On va te pourrir. T'as cru que tu pouvais nous faire peur avec tes papiers? Ensuite, la phase de négociation maladroite et hypocrite. Tiphaine, 14h03. Lison, coucou.
Je viens d'avoir maman au téléphone, elle pleure. Je pense qu'il y a un énorme malentendu avec cette histoire d'avocat. Pour la voiture, c'était un cadeau de famille, on pensait que Pépé aurait voulu ça pour moi. Rappelle-moi, on peut s'arranger entre sœurs. Pas besoin de mêler la justice à ça. Bisous. Je devais rire. Entre sœurs. La même sœur qui m'avait traité de ratée et qui avait donné un coup de pied dans mes affaires. Soudain, quand son audité était menacé, le lien du sang redevenait sacré. Puis, la peur a commencé à s'installer réellement. Maglone, 14h30, lisons. Où es-tu? Je ne comprends pas ces papiers. Tu as 55%? C'est impossible. Ton grand-père ne m'aurait jamais fait ça. Appelle-moi. S'il te plaît. La banque vient d'appeler, il parle de geler les comptes de la SCI à cause de la procédure. Je ne peux plus retirer d'argent. Et enfin, le désespoir total et le changement de ton radical. Joris, 15h10, j'ai supprimé la vidéo sur YouTube. J'ai tout supprimé. Mec, sérieux, ils disent que je dois 20 000 balles de loyer? J'ai pas ça. Je suis étudiant, enfin presque. Dis-leur d'arrêter. Je vais finir à la rue. Maglone, 15h35, décroche. L'huissier a parlé de saisie sur salaire. On est une famille, lisons. On ne se fait pas ça. Tu ne peux pas me faire ça à moi, ta mère qui t'a porté. Je lisais les messages en sirotant un thé glacé sur ma terrasse ensoleillée, loin de leur chaos. On ne se fait pas ça. Quelle ironie délicieuse. Jeter sa fille dehors en pleine nuit sous la pluie? Ça, on le fait. L'humilier devant des milliers d'inconnus? Ça, on le fait. Voler son héritage? Ça, on le fait. Mais demander des comptes légaux? Ah non, ça, c'est cruel. C'est contre la famille. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai envoyé le dossier à Maître Romaric avec un petit smiley ange. Ma réponse ne se ferait pas par SMS. Elle se ferait lors de l'Assemblée générale. Et elle serait définitive. Cependant, je savais que la bête n'était pas encore morte. Tiffen, la Golden Child, celle qui avait le plus à perdre en termes d'image sociale, n'allait pas se laisser prendre sa précieuse voiture sans tenter une dernière manœuvre. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte de mon loft. Je n'avais donné mon adresse à personne, mais l'huissier avait dû laisser traîner un document. C'était Tiffen. Quand j'ai ouvert, j'ai failli ne pas la reconnaître. Tiffen, d'habitude tirée à 4 épingles, portait un jogging et pas de maquillage. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle regardait par-dessus mon épaule, découvrant l'immensité et la beauté de mon nouvel espace de vie. Elle s'attendait sûrement à me trouver dans un taudis, et la vue de ma réussite semblait la gifler physiquement. C'est ici que tu vis, a-t-elle bégayé. Tu as 5 minutes, Tiffen, ai-je dit froidement, sans l'inviter à entrer. Je suis restée dans l'encadrement de la porte. Elle s'est effondrée en larmes. Pas des larmes de crocodile pour Instagram, mais de vraies larmes de panique. Tu ne peux pas faire ça, lisons. Damien. Damien ne sait rien pour l'emprunt de la SCI. Je lui ai dit que je payais la voiture avec mes bonus de consulting. Si tu maintiens la plainte pour abus de biens sociaux, la banque va saisir la voiture au travail de Damien. Il va tout découvrir. Il va savoir que j'ai menti sur mes revenus, que je suis endettée. Il va me quitter, lisons. Il va demander le divorce. Je l'ai regardé. J'ai vu la petite fille égoïste qui avait toujours tout eu. J'ai vu la femme cruelle qui m'avait humiliée. Tu me demandes de te sauver, ai-je demandé doucement. On est sœurs, a-t-elle pleurniché, attrapant ma manche. Je t'ai prêté mes robes quand on était petite. On a le même sang. J'ai retiré mon bras doucement mais fermement. Tu as détruit mes outils, Tiffen. Tu m'as traité de parasite. Tu as laissé maman me jeter dehors comme une ordure. Tu as ri. Tu te souviens? Tu as dit, on va enfin pouvoir respirer. Elle a reniflé, le visage tordu par la peur. J'étais stressée. C'était maman, elle nous montait la tête. Je ne le pensais pas. Non, Tiffen.
Tu es une adulte de 32 ans. Tu as fait le choix de la cruauté parce que ça te rapportait de l'argent et du confort. Tu as choisi de vivre dans le mensonge. Et aujourd'hui, l'addition est arrivée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne retirerai pas la plainte. La voiture appartient à la société. Elle sera vendue pour rembourser les dettes que vous avez créées. Si ton mariage est basé sur un mensonge, ce n'est pas ma faute, c'est la tienne. Elle a reculé, son visage passant de la supplication à la haine pure. Tu es un monstre. Tu vas détruire ma vie pour de l'argent. Non, ai-je répondu en refermant la lourde porte métallique du loft. Je ne détruis rien. Je restaure la vérité. Et parfois, pour restaurer, il faut gratter la pourriture. Je l'ai entendu hurler de rage dans le couloir, puis le bruit de ses pas s'éloignant. J'ai verrouillé la porte. Mes mains ne tremblaient plus. La réunion finale a eu lieu une semaine plus tard, dans la salle de conférence aseptisée du cabinet de Maître Romaric. L'ambiance était funèbre, pesante. D'un côté de la longue table en acajou, moi, impeccablement habillé, et Maître Romaric, serein comme un juge suprême. De l'autre, Maglone, Tiphaine et Joris. Ils étaient accompagnés d'un avocat commis d'office qui avait l'air épuisé et qui semblait vouloir être n'importe où sauf ici. Maglone a essayé de jouer la carte de l'émotion dès l'ouverture de la séance. Elle portait du noir, comme pour un deuil, et tenait un chapelet entre ses doigts. Ma petite Lison. Pourquoi nous traîner devant les tribunaux? J'ai géré cet argent pour la famille. Pour nous tous. Je suis ta mère. Maître Romaric a posé ses lunettes sur la table avec un claquement sec qui a fait sursauter tout le monde. Madame, acheter une Audi TT pour votre fille aînée n'est pas géré pour la famille. C'est du vol qualifié. Ne pas déclarer 57 000 € de loyers commerciaux, c'est de la fraude fiscale. Loger votre fils gratuitement alors que la société est en déficit, c'est de la gestion déloyale. Vous n'avez pas agi en mère de famille. Vous avez agi en prédatrice. L'avocat de ma mère a toussé, gêné. Mes clients sont prêts à trouver un arrangement amiable pour éviter le pénal. Ils reconnaissent quelques irrégularités comptables. Irrégularités? J'ai pris la parole pour la première fois. Ma voix était calme, posée, mais elle résonnait dans la pièce silencieuse. Je me suis tournée vers ma mère. Maman, tu m'as fait payer 500 € de loyer pour vivre dans une cave humide, dans ma propre maison. Tu as pris cet argent pour t'acheter des sacs à main pendant que je mangeais des pâtes premier prix. Tu as essayé de détruire ma carrière par pure jalousie. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté au grand écran de la salle et j'ai lancé la vidéo du live stream. L'image géante de ma mère hurlant « Parasite » a rempli la pièce. On entendait les rires cruels de Joris, le bruit de la pluie, le craquement de mes livres. Joris a baissé la tête jusqu'à toucher la table, rouge de honte. Tiphaine fixait le mur, les larmes aux yeux. Maglone est devenue livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans aucun son. Être confrontée à sa propre laideur, sans filtre, était insupportable pour elle. Voici la réalité de votre gestion, a conclu Maître Romaric en éteignant l'écran. En vertu de l'article 1851 du Code civil et des statuts de la SCI, nous demandons la révocation immédiate de Madame Maglone en tant que gérante. Mademoiselle Lison reprendra la gérance unique à compter de ce jour. Maglone a sursauté. Mais c'est ma maison. Je vis dedans. C'est la maison de la SCI, a corrigé Romaric implacablement. Dont Lison détient 55%. Vous pouvez y rester, car vous avez l'usufruit partiel, mais vous ne décidez plus rien. Vous ne signez plus aucun chèque. Et vous allez devoir rembourser chaque centime détourné. Nous avons établi un échéancier. Si vous refusez, c'est le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Et là, c'est la prison. Le silence qui a suivi était lourd, épais comme du goudron. Ils ont regardé le document, puis ils m'ont regardé. Ils ont vu que je ne céderais pas. Ils ont compris qu'ils avaient perdu. Ils ont signé. La signature de l'accord n'était que le début de leur chute. Les semaines suivantes ont vu l'effondrement total de leur petit monde factice. Pour Joris, le réveil fut brutal. En tant que nouvelle gérante, ma première décision a été de mettre fin à l'occupation gratuite du studio. Je lui ai envoyé un bail officiel,
600 € par mois s'il voulait rester, ou l'expulsion. Bien sûr, sans les subventions de maman, il n'avait pas un sou. Il a dû déménager ses ordinateurs, ses néons et ses fauteuils de gamer. Il est retourné dormir sur le vieux canapé du salon de ma mère. Sans son studio insonorisé, il ne pouvait plus streamer la nuit. Sa carrière d'influenceur s'est arrêtée net. J'ai appris qu'il travaillait maintenant de nuit comme préparateur de commandes dans un entrepôt logistique. La vraie vie l'a rattrapé. Pour Tiffaine, ce fut la catastrophe sociale qu'elle redoutait. Pour rembourser la dette de la SCI, j'ai ordonné la saisie de l'ODTT. La dépanneuse est venue la chercher devant sa maison, sous les yeux de ses voisins et de son mari. Damien, son mari, a découvert les mensonges, l'emprunt caché, les fausses factures, les dettes de carte de crédit. Il n'a pas supporté la trahison. Il a demandé le divorce le mois suivant. Tiffaine a dû quitter sa belle villa et retourner vivre chez notre mère, dans son ancienne chambre d'adolescente. L'ambiance dans cette maison, avec 3 adultes aigris et fauchés, doit être un enfer sur terre. Pour Maglone, la punition fut la perte de ce qu'elle chérissait le plus, le pouvoir et l'apparence. Elle vit toujours dans la grande maison, je ne suis pas un monstre, je n'ai pas mis ma mère à la rue, mais je contrôle les cordons de la bourse. Je lui verse une petite pension issue des bénéfices de la SCI, calculée au centime près pour ses besoins vitaux. Fini les déjeuners au restaurant, fini les nouvelles tenues chaque semaine. Elle ne peut plus inviter ses amis de la paroisse pour des thés fastueux car elle a honte de ne plus pouvoir payer. Elle est devenue ce qu'elle méprisait, une femme ordinaire, dépendante de sa fille. Mais il restait une condition à l'accord. L'article 4. La condition non négociable pour que je ne porte pas plainte au pénal pour diffamation. J'avais exigé une rétractation publique. Il devait faire une vidéo, postée sur le même compte TikTok que Joris avait utilisé pour m'humilier et me détruire. La vidéo devait rester en ligne pendant 1 an, sans possibilité de désactiver les commentaires. La vidéo a été postée un mardi soir. C'était un chef-d'œuvre de malaise. Plan fixe, lumière crue du salon. Pas de filtre beauté, pas de musique entraînante. Ils étaient assis tous les 3 sur le canapé beige, serrés les uns contre les autres comme des naufragés. Ils avaient l'air vieillis de 10 ans. Joris a commencé, lisant un texte préparé par nos avocats, les yeux baissés, nous tenons à présenter nos excuses publiques à Lison. Les accusations que nous avons portées contre elle dans nos précédentes vidéos étaient fausses et infondées. Lison n'a jamais volé d'argent. Au contraire, c'est nous qui avons mal géré le patrimoine familial et porté atteinte à son honneur. Puis Maglone a pris la parole. Sa voix était étranglée, ses mains trituraient sa jupe. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire, admettre devant le monde entier qu'elle n'était pas parfaite. Je regrette d'avoir agi sous le coup de la colère et d'avoir menti sur la situation de ma fille. Lison est une professionnelle honnête, talentueuse, et c'est elle qui a sauvé l'héritage de son grand-père. Je lui demande pardon. La vidéo est devenue virale, mais pas comme il l'espérait. L'algorithme, cruel et juste, l'a propulsée. Les commentaires ont déferlé par milliers. Chais. Le karma n'oublie personne. Bravo Lison d'avoir tenu bon face à cette famille toxique. C'est satisfaisant de voir les méchants payer. Quelle honte pour cette mère. Courage à la fille. J'ai regardé la vidéo une seule fois, dans le calme de mon atelier. Je n'ai ressenti aucune joie sadique. Je n'ai pas ri. J'ai juste ressenti un immense soulagement, comme si un poids de 100 kilos venait d'être retiré de ma poitrine. La vérité était rétablie. Mon nom était propre. C'était tout ce que je voulais. 1 an a passé depuis cette nuit sous la pluie. Ma vie est méconnaissable. Grâce aux revenus régularisés de la SCI, la brasserie paie maintenant son loyer directement sur le compte de la société, dont je touche 55% des dividendes, et grâce à mes contrats de restauration qui affluent, j'ai pu acheter une petite maison de ville à Nantes, près du Jardin des Plantes. C'est une vieille bâtisse du 19e siècle, un peu tordue, qui a besoin de beaucoup d'amour. Je la restaure moi-même, pierre par pierre, joint par joint. Il n'y a pas de sous-sol humide ici. Il y a de la lumière, des plantes vertes partout, et des murs couverts de livres. C'est mon sanctuaire. Je n'ai plus aucun contact personnel avec ma famille. Je communique uniquement par des mails formels envoyés 1 fois par an pour l'approbation des comptes de la SCI. Joris m'a envoyé un SMS à Noël. Tu me manques, Serette.
Je n'ai pas répondu. Il ne manque pas sa sœur. Il manque le temps où il pouvait m'exploiter et où je remplissais son frigo. Zélie est toujours à mes côtés, ma véritable sœur de cœur. On rit souvent en buvant du vin dans mon jardin, en repensant à la tête de Tiphaine quand Lucie a sonné. J'ai appris une leçon précieuse, on peut choisir sa famille. Et parfois, pour se sauver, il faut savoir amputer le membre gangrené, même si c'est douloureux. Je repense souvent à Pépé Ambroise. Il savait. Il avait vu la cupidité dans les yeux de sa fille bien avant moi. Il savait que s'il me donnait de l'argent liquide, ma mère me l'aurait pris par la ruse ou la force. Alors il m'a donné des parts sociales. Il m'a donné une structure juridique. Il m'a légué une arme à retardement qu'elle ne pouvait pas comprendre ni voler. Il m'a donné le pouvoir de me défendre. Si vous écoutez mon histoire ce soir et que vous vous sentez piégé, humilié ou exploité par ceux qui sont censés vous aimer le plus, écoutez-moi bien, le sang ne justifie pas l'abus. Le titre de mère, de père ou de sœur ne donne à personne le droit de vous traiter comme un déchet. Et surtout, ne sous-estimez jamais votre propre valeur. S'ils vous crient dessus, s'ils essaient de vous diminuer, c'est souvent parce qu'ils ont peur de votre lumière. Ils ont peur de ce que vous pourriez devenir sans eux. J'étais la ratée. La parasite. La fille du sous-sol. Aujourd'hui, je suis libre, propriétaire et apaisée. Et eux, ils sont prisonniers de leurs propres mensonges, enfermés dans une maison qui ne leur appartient même plus vraiment. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier plus fort qu'eux. C'est de réussir, d'être heureux, et de laisser le silence faire le reste. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez dû couper les ponts avec une famille toxique pour sauver votre peau, ou si vous avez connu une injustice similaire, mettez un j'aime sur cette vidéo et partagez votre expérience dans les commentaires. Ça aide vraiment de savoir qu'on n'est pas seul. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous valez bien plus que ce qu'ils disent.